Dans le Bordeaux de 1803, Gabriel, un enfant esclave noir de 9 ans aux yeux vifs et à l'esprit fulgurant, découvre qu'il possède un don extraordinaire. Il peut calculer plus vite que les comptables les plus expérimentés, résoudre mentalement des problèmes mathématiques que d'autres mettent des heures à déchiffrer. Mais quand les puissants banquiers blancs de la ville réalisent qu'un enfant noir enchaîné comprend leur manipulation financière mieux qu'eux-mêmes, la terreur s'empare d'eux. Dans une société où un esclave ne devrait même pas savoir compter, jusqu'où iront-ils pour protéger leurs secrets face à une intelligence qui ne peut ni contrôler ni accepter? Entre exploitation de son génie et menace de ceux qui veulent le faire taire, Gabriel devra trouver le courage de transformer sa malédiction en arme de libération. Avant de savoir le dénouement de cette histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Chapitre 1. Le port de Bordeaux s'éveillait dans la brume matinale de septembre 1803. Les navires marchands se balançaient doucement sur la Garonne, leurs mâts pointant vers un ciel encore gris. Dans la grande demeure de M. Édouard Lavigne, négociant en vin et propriétaire de 3 plantations aux Antilles, régnait déjà une agitation fébrile. Des domestiques circulaient en silence, accomplissant leurs tâches avec la précision née de la peur. Gabriel, un enfant esclave noir de 9 ans au visage fin et aux yeux extraordinairement perçants, balayait le couloir menant au bureau principal. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le parquet ciré. Né à Saint-Domingue et amené en France à l'âge de 6 ans après la mort de sa mère durant une épidémie, Gabriel avait appris à se rendre invisible, à exister sans déranger le monde des maîtres blancs qui possédaient jusqu'à son souffle. Ces maudits calculs ne correspondent jamais. La voix irritée de M. Lavigne résonnait depuis le bureau. « Rousseau, vous êtes censé être mon comptable en chef. Comment expliquez-vous une différence de 2300 livres ?»« Monsieur, j'ai vérifié 3 fois, protestait Julien Rousseau, un homme maigre d'une 40aine d'années au front constamment plissé par l'anxiété. Les colonnes sont correctes. Peut-être une erreur dans les manifestes d'origine. Il n'y a pas d'erreur dans mes manifestes, rugit Lavigne. C'était un homme imposant de 45 ans, au visage rougeau et aux mains ornées de bagues en or massif. Trouvez cette erreur avant midi ou cherchez un autre employeur. Gabriel s'était arrêté de balayer, son attention involontairement captée par les chiffres qu'il avait aperçus plus tôt en nettoyant le bureau. Sans même le vouloir, son esprit commença à retracer les colonnes qu'il avait vues. C'était compulsif, irrépressible. Les nombres vivaient en lui comme une langue maternelle qu'il n'avait jamais appris mais qu'il comprenait intuitivement avec une clarté parfaite. 47 692, murmura-t-il sans réfléchir, presque malgré lui, la réponse émergeant de ses lèvres comme un réflexe. Le silence tomba brutalement. Lavigne apparut dans l'embrasure de la porte, son visage exprimant une stupéfaction totale. « Que as-tu dit, garçon ?» La terreur saisit Gabriel. Il avait parlé. Il s'était trahi. Les esclaves ne parlaient pas sans permission. « Rien, maître. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas. »« Répète, » ordonna Lavigne en s'avançant, sa masse imposante dominant l'enfant tremblant. « Répète ce nombre. » 47 692 livres, maître, murmura Gabriel, les yeux baissés vers le sol. C'est le total correct. Monsieur Rousseau a oublié de reporter une page entière, page 23, qui contient 1812 livres. Et il a additionné la colonne de juillet 2 fois, ajoutant 480 livres de trop. La différence est de 2292 livres, pas 2300. Rousseau éclata d'un rire nerveux, presque hystérique. Monsieur Lavigne, cet enfant se moque de nous. Comment pourrait-il connaître ces chiffres? C'est impossible. Vérifiez, dit Lavigne d'une voix étrangement calme, saisissant Gabriel par l'épaule et l'entraînant dans le bureau sombre. Vérifiez immédiatement la page 23 et la colonne de juillet. Les minutes suivantes furent une torture silencieuse. Rousseau, les mains tremblantes, recompta férocement. Vérifia la page 23. Examina juillet. Son visage passa du rouge de l'indignation au blanc de la stupéfaction. Mon Dieu! Il a raison. La page 23 manque dans mon total. Et juillet, j'ai compté 2 fois. Le total exact est 47 692 livres. Lavigne lâcha Gabriel et se laissa tomber lourdement dans son fauteuil de cuir, fixant l'enfant avec un mélange de fascination et quelque chose qui ressemblait à de la peur primitive. Comment est-ce possible? Tu ne sais même pas lire, n'est-ce pas? Je ne sais pas lire les mots, maître. Mais les chiffres, je les comprends toujours. Ils parlent dans ma tête. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est de la sorcellerie, siffla Rousseau, reculant légèrement. Un enfant noir qui prétend calculer mieux que des hommes éduqués, c'est contre nature. Testons-le davantage. Lavigne prit une feuille vierge et y inscrivit rapidement. Combien font 653 plus 938?
1591 mètres. Lavigne vérifia, les yeux s'écarquillant. Multiplie 87 par 63. Gabriel ferma brièvement les yeux, laissant les chiffres danser et se réarranger dans son esprit. 5481. Cette fois, Lavigne dut utiliser papier et plume pour vérifier. Le résultat était exact. Par tous les saints. C'est extraordinaire. Rousseau, pas un mot de ceci à quiconque. Pas un seul mot. C'est un ordre absolu. Mais monsieur, ce garçon pourrait... Silence. Je dois réfléchir à ce que cela signifie, ce que nous pouvons en faire. Lavigne observait Gabriel comme on observe une pierre précieuse nouvellement découverte, ou peut-être un animal dangereux en cage. Retourne à tes tâches, Gabriel. Ne parle de ton talent à personne. Personne. Tu comprends? Oui, maître. Mais alors que Gabriel quittait le bureau, il entendit Lavigne murmurer à Rousseau, « Un esclave noir qui calcule mieux que nous. » Si cela se sait, imaginez les questions, les doutes, les accusations. Non, cela doit rester secret. Absolument secret. Gabriel comprit à cet instant que son nom n'était pas une bénédiction, mais une malédiction qui venait de faire de lui quelque chose de dangereux dans un monde où les esclaves noirs devaient rester ignorants et invisibles. Il venait de franchir une ligne invisible et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chapitre 2. Les semaines suivantes transformèrent radicalement l'existence de Gabriel. Retiré des tâches domestiques ordinaires, il fut installé dans un petit réduit adjacent au bureau de Lavigne, où on lui apportait registre après registre à examiner. Son maître l'utilisait comme un outil vivant, testant constamment les limites de ses capacités mathématiques qui semblaient n'avoir aucune borne. Gabriel découvrait chaque jour de nouvelles profondeurs à son dos mystérieux. « C'est inhumain !» murmurait Lavigne en le regardant corriger instantanément des erreurs que Rousseau mettait des heures à trouver. « Tu dois être touché par quelque chose de divin. Ou de diabolique. Je ne sais plus. » Mais ce nouveau statut attirait aussi jalousie et ressentiment toxique. Rousseau le regardait avec une haine mal dissimulée qui grandissait chaque jour. Les autres domestiques chuchotaient dans son dos, le traitant de sorcier, de possédé. Et pire encore, malgré les ordres stricts de silence de Lavigne, la rumeur commençait à se répandre comme une traînée de poudre dans les cercles commerciaux de Bordeaux. Lavigne possédait un esclave enfant capable de prodiges mathématiques inexplicables. Un matin glacial de novembre, 3 hommes se présentèrent à la demeure sans invitation préalable. M. Alexandre Beaumont, M. Henri Castellan et M. Pierre Dumas, tous 3 banquiers parmi les plus puissants et influents de Bordeaux, exigèrent de voir Lavigne immédiatement. Gabriel, qui nettoyait justement le hall d'entrée, sentit instinctivement le danger émaner de ces hommes au regard dur et calculateur. Lavigne, commença Beaumont sans préambule de courtoisie quand ils furent dans le bureau privé. Nous avons entendu des histoires profondément troublantes. Un enfant esclave noir qui calcule plus vite que des comptables professionnels? C'est grotesque, bien sûr, mais nous devons vérifier par nous-mêmes. Ces histoires sont largement exagérées, répondit Lavigne prudemment, mal à l'aise. De simples rumeurs de domestiques oisifs qui... Nous voulons le voir, coupa Castellan, un homme corpulent au visage perpétuellement rougeau. Si ce ne sont que des rumeurs absurdes, prouvez-le. Sinon, nous commencerons à nous demander sérieusement ce que vous cachez et pourquoi. Piégé par sa propre fierté et l'autorité de ces hommes, Lavigne fit venir Gabriel. L'enfant entra, pieds nus malgré le froid, vêtu de haillons propres mais rapiécés, adoptant une attitude de soumission parfaite apprise par la survie. Les 3 banquiers blancs l'examinèrent avec un mélange de curiosité scientifique et de mépris viscéral. « C'est lui ?» demanda Dumas avec un dédain non dissimulé. « Un gamin noir maigre qui prétend comprendre les mathématiques supérieures? Lavigne, vous perdez manifestement la raison. » « Testons-le rigoureusement, » suggéra Beaumont en sortant un carnet de notes de sa veste. « Garçon, écoute attentivement. Combien font 1875 plus 4249 ? 6124, monsieur, répondit Gabriel instantanément, sa voix à peine audible. Les 3 hommes vérifièrent laborieusement, leurs expressions changeant progressivement. Exact. Pendant l'heure interminable qui suivit, ils bombardèrent Gabriel de problèmes de plus en plus complexes et sophistiqués. Multiplication à 3 chiffres, division compliquée, calcul d'intérêts composés, conversion de devises multiples. Gabriel répondait à chacun sans hésitation perceptible, sans erreur. Le silence qui s'installa finalement était lourd d'une tension presque palpable. Beaumont fut le premier à parler, sa voix étrangement dénuée d'émotion. C'est scientifiquement impossible. Aucun être humain, surtout pas un enfant sans éducation formelle, ne peut calculer avec cette vitesse et cette précision. Surtout pas un esclave noir. Pourtant,
Vous l'avez vu de vos propres yeux, dit Lavigne, incapable de cacher complètement une certaine fierté malsaine. Nous avons vu quelque chose d'anormal et de profondément dangereux, répliqua Castellan se levant brusquement. Lavigne réfléchissait sérieusement. Si cet enfant peut détecter les erreurs avec une telle facilité, il peut aussi détecter les arrangements financiers que nous devons tous parfois faire dans nos affaires. Vous voulez dire les fraudes, dit Gabriel très doucement, avant de pouvoir retenir ces mots imprudents. Le silence devint glacial et menaçant. Castellan se tourna lentement vers l'enfant, ses yeux rétrécis de rage contenue. « Qu'as-tu osé dire, esclave ?»« Rien, monsieur. »« Pardonnez mon impertinence, répondit Gabriel, terrorisé par sa propre audace. « Non, répète clairement. Tu as dit fraude. Tu oses nous accuser, nous, tes supérieurs en tout. »« Je n'accuse personne, monsieur, » répondit Gabriel d'une voix tremblante. « Mais les chiffres, ils ne mentent jamais. Quand quelque chose ne correspond pas dans les registres, je le vois automatiquement. Je ne peux pas ne pas le voir. C'est plus fort que moi. » Dumas éclata d'un rire sans aucune trace d'humour. « Vous entendez ça, Lavigne? Votre petit prodige noir peut voir nos irrégularités comptables. Comprenez-vous ce que cela signifie? Il représente une menace existentielle pour chacun d'entre nous, pour l'ensemble du système commercial de cette ville. »« C'est un enfant de 9 ans, protesta Lavigne faiblement. Il ne comprend même pas réellement ce qu'il voit. »« Il comprend les chiffres parfaitement, répliqua Beaumont froidement. Et dans notre monde, les chiffres sont tout. Ils révèlent tout. Imaginez s'ils tombaient entre les mains d'un inspecteur du gouvernement ou d'un concurrent jaloux, ou pire, s'il apprenait à utiliser consciemment son don contre nous. » Castellan s'approcha dangereusement de Lavigne. « Nous vous offrons 3000 livres pour cet esclave. Nous nous occuperons de lui, définitivement et discrètement. » Gabriel sentit son sang se glacer complètement. Se occuper définitivement ne pouvait signifier qu'une chose, sa disparition permanente. Chapitre 3. Lavigne refusa fermement la proposition, non par bonté mais par avarice. Gabriel lui était trop précieux financièrement. Mais les menaces des banquiers eurent leur effet. Cette nuit même, Gabriel fut transféré dans une petite chambre verrouillée au grenier, loin des bureaux, des registres, des chiffres qui donnaient sens à son existence. Il devint un secret embarrassant qu'on cachait soigneusement. Les semaines dans ce grenier sombre et froid furent les plus terribles de la courte vie de Gabriel. Isolé complètement, privé des nombres qui étaient sa raison d'être, il sentait son esprit exceptionnellement vif se flétrir comme une plante privée de lumière vitale. On lui apportait de la nourriture une fois par jour, on vidait son seau d'aisance, mais personne ne lui adressait la parole. Il était devenu un problème qu'on espérait voir disparaître par négligence. Mais Gabriel n'était pas totalement seul dans son isolement cruel. Dans la chambre adjacente, séparée seulement par une cloison mince de bois, vivait Marguerite, une jeune couturière de 16 ans, fille d'une ancienne esclave affranchie. Elle travaillait pour Madame Lavigne et avait été reléguée au grenier pour avoir osé corriger une erreur dans les comptes personnels de sa maîtresse. L'intelligence des subalternes était toujours punie. Un soir, elle murmura à travers la cloison. « Tu es Gabriel, n'est-ce pas? L'enfant au calcul miraculeux, dont tout le monde chuchote. »« Ce ne sont pas des miracles, » répondit Gabriel doucement, reconnaissant dans le simple fait de parler à quelqu'un. « C'est juste comment mon esprit fonctionne naturellement. Je n'ai pas choisi ce don. Moi, ils m'ont enfermé parce que j'ai dit à Madame Lavigne que ses dépenses mensuelles ne correspondaient pas à son budget. Apparemment, une couturière noire n'a pas le droit de savoir compter correctement. Tu sais calculer aussi? Ma mère m'a enseigné en secret. Elle répétait toujours qu'une femme noire libre devait savoir lire, écrire et compter pour survivre dans ce monde hostile qui nous méprise. » Elle hésita avant de continuer. « Gabriel, si tu es vraiment aussi doué qu'on le raconte, tu pourrais peut-être m'aider avec quelque chose d'important. » « Comment pourrais-je aider? Je suis prisonnier. Ma mère est gravement malade. Elle a besoin de médicaments coûteux que je ne peux pas me permettre. J'ai économisé pendant 4 longues années, mais Madame Lavigne me vole systématiquement une partie de mes gages légitimes. Je suis certaine qu'elle manipule les comptes pour me payer moins que ce qui m'est dû, mais je ne peux pas le prouver sans accès au registre. » Gabriel sentit quelque chose s'éveiller en lui, un but au-delà de sa propre survie. Si tu peux me procurer les registres de gages, je peux les analyser mentalement. Je peux trouver exactement où sont tes économies volées. Ce fut le début d'une alliance secrète et dangereuse. Marguerite, profitant de cet âge de couture qui l'amenait parfois dans différentes parties de la grande maison, réussit progressivement à accéder discrètement aux registres de gages et domestiques. Elle les copiait laborieusement à la lueur d'une bougie, puis les glissait sous la porte de Gabriel tard dans la nuit.
Et Gabriel découvrit une horreur systématique. Madame Lavigne ne volait pas seulement Marguerite, mais pratiquement tous les domestiques sans exception. Des petites sommes ici et là, jamais assez pour être immédiatement remarquées individuellement, mais qui s'accumulaient en centaines de livres sur les années. C'était un vol méthodique, minutieusement dissimulé dans des comptes intentionnellement complexes. « Tu avais absolument raison, dit Gabriel à Marguerite à travers la cloison. Sur 4 ans, elle t'a volé exactement 87 livres et 15 sous. Largement assez pour payer les médicaments de ta mère pendant 8 mois complets. Comment puis-je le prouver à quelqu'un qui me croira? Qui écoutera une couturière noire accusant sa maîtresse blanche respectable? Les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une clarté irréfutable. Si quelqu'un de suffisamment puissant voyait ces registres, comprenait les manipulations systématiques. Mais qui? Les banquiers qui te craignent mortellement? Lavigne qui nous garde prisonniers? Gabriel réfléchit intensément pendant des heures. Il y a quelqu'un, le préfet. Il fait des inspections régulières des grandes maisons de commerce pour vérifier la conformité fiscale stricte. Si nous pouvions lui faire parvenir ces preuves irréfutables. C'était un plan désespéré, incroyablement dangereux, avec peu de chances de succès. Mais c'était leur seule opportunité possible de justice. Marguerite utilisa ses contacts précieux avec les autres domestiques pour apprendre que le préfet Montclair visiterait la demeure Lavigne dans exactement 3 semaines pour l'inspection fiscale annuelle obligatoire. Gabriel, pendant ce temps, prépara minutieusement un document exhaustif détaillant toutes les irrégularités qu'il avait détectées, non seulement dans les gages des domestiques, mais aussi dans les registres commerciaux qu'il avait mémorisés photographiquement avant son cruel enfermement. Le jour fatidique de la visite, Marguerite réussit l'impossible avec un courage extraordinaire. Déguisée en servante portant du thé, elle s'arrangea pour renverser accidentellement le plateau directement sur le préfet dans le couloir principal. Dans la confusion orchestrée, elle glissa habilement le document préparé par Gabriel dans la poche intérieure de sa veste officielle avec une note désespérée, de la part de ceux qui ne peuvent pas parler librement. Vérifiez minutieusement les registres. La vérité est dans les chiffres. Le préfet découvrit le mystérieux document le soir même et fut profondément troublé par son contenu. Chapitre 4. Le préfet Arnaud Montclair était un homme rigoureux et intègre de 62 ans, qui avait consacré toute sa carrière administrative à combattre la corruption sous toutes ses formes. Ce qu'il lut dans le document anonyme le troubla profondément, des accusations extraordinairement détaillées et précises, soutenues par des calculs d'une exactitude mathématique qui ne pouvaient pas être inventés ou falsifiés. Quelqu'un dans la maison Lavigne possédait des connaissances financières remarquables et le courage de les utiliser contre les puissants. 4 jours après avoir reçu le document mystérieux, il revint à la demeure avec 3 inspecteurs austères et des gardes armés, exigeant formellement de voir absolument tout le registre sans exception. Lavigne, pris complètement au dépourvu et incapable de refuser une autorité gouvernementale aussi explicite, ne put que céder avec une nervosité visible. L'inspection minutieuse dura 3 jours entiers d'examen rigoureux, et chaque irrégularité mentionnée dans le document de Gabriel fut systématiquement confirmée avec une précision troublante. Les vols de gages, les manipulations de comptes commerciaux, les sous-déclarations fiscales sophistiquées. Tout était là, documenté, irréfutable. Madame Lavigne fut publiquement accusée de vol systématique et condamnée à rembourser intégralement tous les domestiques volés, plus des pénalités substantielles. Lavigne lui-même fut lourdement amendé pour négligence criminelle et complicité passive. Mais surtout, le préfet exigea de savoir qui exactement avait préparé le document d'accusation si remarquablement précis et détaillé. C'est ainsi que Gabriel fut finalement libéré de son grenier-prison et amené devant Montclair dans un bureau officiel de la préfecture. Marguerite était là aussi, nerveuse mais courageusement déterminée à protéger l'enfant qui l'avait aidé. Le bureau du préfet était imposant avec ses hautes fenêtres donnant sur la Garonne et ses bibliothèques remplies de codes juridiques. Gabriel, maigre et sale après des semaines d'enfermement, se tenait debout devant le grand bureau, tremblant légèrement mais gardant une certaine dignité intérieure. Montclair les observait tous deux avec une intensité perçante, le document accusateur étalé devant lui. « C'est toi qui as créé cette analyse financière extraordinaire? Un enfant de 9 ans? » « Je ne sais pas écrire. Excellence, répondit Gabriel honnêtement. J'ai dicté à Marguerite. Mais les calculs, oui, ce sont les miens. Tous les miens. Prouve-le immédiatement. Montclair ouvrit un registre fiscal au hasard. Page 67. Dis-moi s'il y a des erreurs. Gabriel regarda la page dense de chiffres pendant peut-être 10 secondes. Ligne 22, le report est incorrect. Vous avez écrit 418 au lieu de 481. Ligne 35, l'addition est fausse. Le total devrait être 2364, pas 2264.
et toute la colonne de Mars manque complètement dans le calcul du total annuel. Montclair vérifia méticuleusement avec 2 assistants. Chaque erreur était exactement comme Gabriel l'avait décrite. Il se laissa tomber dans son fauteuil, véritablement stupéfait. « Mon Dieu, les rumeurs ne sont pas du tout exagérées. Tu es vraiment un prodige mathématique authentique. »« Je suis un esclave dangereux, Excellence. » C'est ce que les banquiers blancs ont dit. Dangereux pour qui précisément? Pour les malhonnêtes, certainement et heureusement. Montclair se pencha en avant avec intérêt. « Gabriel, comprends-tu que ton talent est extrêmement rare, peut-être unique dans toute la France? Des mathématiciens célèbres et éduqués ne calculent pas avec ta vitesse et précision. Je ne connais aucun mathématicien. Excellence. Je connais seulement les chiffres qui vivent dans ma tête. Et tu les as utilisés courageusement pour défendre les faibles contre les puissants exploiteurs. Marguerite m'a tout expliqué. Comment tu as découvert les vols systématiques de Madame Lavigne? Comment vous avez risqué votre sécurité pour exposer la vérité? » Il se tourna vers Marguerite. « Tu as été remarquablement courageuse, jeune fille. Grâce à vous deux, 18 domestiques récupéreront leur argent durement gagné et volé. Ma mère pourra enfin avoir ses médicaments vitaux, dit Marguerite, les larmes aux yeux. Plus que ça, je garantirai personnellement qu'elle reçoive les meilleurs soins médicaux disponibles. » Montclair revint à Gabriel avec une expression grave. « Mais nous avons un problème plus profond à résoudre. Les banquiers Beaumont, Castellan et Dumas m'ont contacté. Ils sont extrêmement préoccupés par ton existence. Ils exigent que je te fasse envoyer très loin de Bordeaux, dans une plantation isolée où tu ne pourrais plus jamais nuire à leurs intérêts. » La terreur absolue saisit Gabriel. « Excellence, je n'ai rien fait de répréhensible. Je ne veux nuire à personne. » « Je sais parfaitement. Mais tu les terrifies parce que tu peux voir instantanément à travers leurs manipulations financières sophistiquées. » Dies chapitre 5. Le préfet Arnaud Montclair tambourina pensivement des doigts sur son bureau massif en acajou pendant un long moment de réflexion profonde et intense, observant l'enfant terrifié qui se tenait devant lui avec une dignité fragile mais réelle malgré ses haillons et sa maigreur. Les yeux du préfet, habituellement durs et impitoyables face aux corrompus, montraient maintenant quelque chose de différent, une compassion mêlée à une détermination farouche de faire justice. Finalement, après ce qui sembla une éternité à Gabriel, il prit une décision qui changerait absolument tout. « Gabriel, » commença Montclair d'une voix grave et solennelle, « j'ai une proposition qui non seulement te protégera des menaces qui pèsent sur toi, mais servira simultanément la cause de la justice que tu mérites amplement et que la France elle-même mérite. Je vais personnellement racheter ta liberté à Lavigne en utilisant si nécessaire des fonds de la préfecture et mes propres économies personnelles. Tu deviendras mon assistant officiel direct, travaillant exclusivement pour l'administration de la préfecture sous ma protection absolue. Tes talents mathématiques extraordinaires et manifestement uniques seront utilisés de manière noble pour inspecter scrupuleusement les registres commerciaux de toute la région, détecter méthodiquement les fraudes fiscales qui volent l'État et le peuple, protéger les citoyens honnêtes des exploiteurs sans scrupules. Tu seras correctement payé selon un salaire officiel, logé décemment dans des conditions dignes d'un être humain, et surtout, tu seras légalement protégé par toute mon autorité gouvernementale qui est considérable dans cette région. » Gabriel ne pouvait littéralement pas croire ce qu'il entendait, craignant presque dans un recoin terrifié de son esprit que ce soit un rêve cruel dont il allait se réveiller brutalement dans son grenier-prison. « Vous allez réellement m'affranchir légalement. Excellence, me donner ma liberté officielle? » ?»« Oui, absolument. Les papiers seront préparés et signés cette semaine même. Mais écoute-moi attentivement. Gabriel, car il y a des conditions strictes et non négociables que tu dois comprendre et accepter pleinement avant que nous procédions. Premièrement, tu travailleras exclusivement et uniquement pour moi et la préfecture. Tu ne pourras pas offrir tes services à d'autres, aussi tentant que puissent être leurs propositions financières. Deuxièmement, tu ne parleras jamais publiquement de ton don exceptionnel en dehors du cadre officiel de ton travail. Nous devons maintenir une certaine discrétion pour ta propre sécurité. Et troisièmement, tu dois accepter et comprendre que certaines personnes puissantes te craindront toujours irrationnellement, que tu devras apprendre à vivre avec cette peur et cette hostilité qui t'entoureront parfois comme une ombre. « J'accepte tout sans réserve, » dit Gabriel avec une ferveur qui venait du plus profond de son être. « Absolument tout ce que vous demandez, Excellence. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous servir honorablement et servir la justice. » Les négociations tendues avec Lavigne furent difficiles, houleuses et prirent plusieurs jours de discussions âpres. Le négociant, malgré les amendes qu'il devait payer et le scandale qui éclaboussait sa maison, ne voulait absolument pas perdre ce qu'il considérait comme son prodige personnel, son outil mathématique unique. Il argumenta,
négocia, tenta de faire monter les enchères de façon éhontée. Mais face à l'autorité implacable et inflexible du préfet Moncler, aux menaces voilées de poursuites judiciaires supplémentaires pour d'autres irrégularités que les inspecteurs pourraient découvrir et aux lourdes amendes financières qu'il devait déjà payer pour les malversations avérées de sa femme, Lavigne céda finalement, vaincu et amer, pour la somme considérable de 2500 livres. Le jour historique où Gabriel reçut ce papier d'affranchissement officiel, magnifiquement calligraphié, signé de la main du préfet lui-même et scellé avec le sceau officiel de la préfecture, fut le jour le plus important et émotionnellement bouleversant de ses 9 années d'existence. Tenant le précieux document entre ses mains tremblantes, regardant les mots qui déclaraient qu'il était désormais un homme libre, un citoyen avec des droits légaux, Gabriel pleura pour la première fois depuis des années interminables. Des larmes de soulagement immense qu'il avait des années de terreur, de joie incrédule qui lui semblait trop belle pour être réelle, mais aussi, paradoxalement, de peur pour l'avenir totalement incertain qui s'ouvrait devant lui comme un territoire inexploré et potentiellement dangereux. « Tu es libre maintenant, Gabriel, dit Moncler en posant une main paternelle sur l'épaule tremblante de l'enfant. Libre de façon permanente et irrévocable. Personne ne peut te reprendre cette liberté. Elle est à toi pour toujours. Mais souviens-toi, avec la liberté vient la responsabilité. Tu représentes maintenant quelque chose de plus grand que toi-même. Tu es la preuve vivante qu'un enfant noir peut surpasser les hommes blancs les plus éduqués. Beaucoup te haïront pour cela. D'autres te vénéreront. Mais tu dois rester fidèle à toi-même et à la vérité que les chiffres te révèlent. » Marguerite, également officiellement libérée de son service chez les Lavigne pour son courage exceptionnel et son rôle crucial dans l'exposition de la fraude, devint l'assistante administrative permanente de Moncler et surtout l'amie la plus proche, la plus fidèle et la plus précieuse de Gabriel. Ensemble, malgré leur jeunesse, elle avait 16 ans, lui 9, ils formaient une équipe inhabituelle, presque invraisemblable, mais extraordinairement efficace et complémentaire. Un ancien esclave enfant prodige des mathématiques et une jeune femme noire libre douée pour l'écriture et l'organisation, tous deux travaillant au cœur même de l'administration française blanche et conservatrice pour traquer impitoyablement l'injustice financière sous toutes ses formes. Les années suivantes, de 1803 à 1807, transformèrent complètement et radicalement la vie de Gabriel d'une manière qui n'aurait jamais, même dans ses rêves les plus fous et optimistes durant ses nuits d'esclavage, osé imaginer possible. Installé confortablement dans un bureau modeste mais fonctionnel et lumineux de la préfecture, situé au 2e étage avec une vue magnifique sur la Garonne scintillante et les navires qui y naviguaient, il devint progressivement l'arme secrète la plus redoutable et la plus efficace de Moncler contre la corruption endémique qui rongeait le monde commercial de Bordeaux. Son travail quotidien était conceptuellement simple mais d'une importance vitale pour la justice sociale. Examiner méticuleusement les registres comptables des grandes maisons de commerce prospères, des banques prestigieuses qui contrôlaient les flux d'argent, des manufactures qui employaient des centaines d'ouvriers. Chercher inlassablement les irrégularités subtiles, les vols soigneusement dissimulés sous des couches de transactions complexes, les manipulations sophistiquées que leurs auteurs croyaient indétectables par des inspecteurs ordinaires. Et invariablement, systématiquement, avec une régularité presque inquiétante, Gabriel trouvait ce que d'autres ne voyaient pas. En 4 ans de travail acharné et méticuleux, Gabriel exposa 47 cas majeurs de fraude commerciale et fiscale. Des négociants qui sous-déclaraient massivement leurs revenus pour éviter de payer les taxes légitimes. Des banquiers qui détournaient criminellement les dépôts sacrés de leurs clients pour des investissements personnels risqués. Des armateurs qui falsifiaient systématiquement les manifestes de cargaison pour escroquer les assureurs et l'État. Chaque découverte de Gabriel rapportait des dizaines de milliers de livres au trésor public français et protégeait des centaines, parfois des milliers de citoyens honnêtes et travailleurs des machinations des riches sans scrupules. Mais cette réussite spectaculaire et publiquement reconnue avait un prix personnel extrêmement lourd que Gabriel payait chaque jour. Les 3 banquiers influents qu'il avait craints dès le tout début de la révélation de son don Beaumont, Castellan et Dumas, étaient devenus ses ennemis absolument implacables et acharnés, ne reculant devant rien pour le détruire. Ils ne pouvaient pas le toucher directement physiquement tant qu'il restait sous la protection officielle et puissante du préfet Moncler, mais ils complotaient constamment dans l'ombre, utilisant leur influence considérable, leur réseau de contacts, leur argent, pour semer insidieusement le doute sur son intégrité morale, pour salir sa réputation naissante, pour détruire la confiance que le préfet et d'autres commençaient à placer en lui. Un matin lumineux de printemps 1807, exactement 4 ans jour pour jour après son affranchissement miraculeux qui avait changé sa destinée, ces 3 hommes puissants et déterminés vinrent voir le préfet Moncler dans son bureau officiel avec une accusation particulièrement grave, calculée et potentiellement dévastatrice qu'ils avaient préparée minutieusement pendant des mois.
Ils avaient rassemblé soigneusement des témoignages de marchands mécontents dont Gabriel avait exposé les fraudes, des preuves fabriquées d'un supposé acharnement personnel et vengeur de Gabriel contre certaines maisons de commerce spécifiques, des insinuations vicieuses sur ses motivations réelles. « Excellence !» commença Beaumont d'une voix mielleuse et faussement respectueuse, jouant parfaitement le rôle du citoyen préoccupé par le bien public. Nous venons vers vous aujourd'hui non pas en ennemi ou en accusateur malveillant, mais en homme profondément préoccupé par la justice, l'équité et la réputation de votre administration elle-même. Nous respectons infiniment votre autorité légitime et votre jugement habituellement excellent, mais nous avons le devoir moral et civique de vous avertir d'un danger grave que vous ne semblez pas percevoir clairement. Ce Gabriel, cet ancien esclave que vous avez si généreusement affranchi et élevé à une position d'influence considérable, est devenu véritablement dangereux pour le commerce honnête de Bordeaux. Il utilise manifestement son influence démesurée sur vous, Excellence, pour détruire systématiquement et injustement des hommes d'affaires parfaitement respectables et honnêtes, motivés uniquement par la jalousie raciale profonde, le ressentiment accumulé et peut-être même la vengeance personnelle calculée contre ceux qui représentent le monde prospère qu'il a autrefois légitimement opprimé selon les lois de l'époque. Ces accusations sont non seulement ridicules mais aussi profondément insultantes pour Gabriel et pour moi-même, répliqua Montclair d'une voix sèche, coupante, vibrante d'une colère contenue avec difficulté, ses yeux se rétrécissant dangereusement avec une méfiance justifiée. Gabriel ne détecte que des fraudes absolument réelles, documentées avec une précision mathématique irréfutable, vérifiable par n'importe quel comptable compétent. J'ai personnellement et méticuleusement vérifié chacune de ces 47 découvertes avec une rigueur absolue, souvent avec l'aide de comptables indépendants. Pas une seule ne s'est révélée fausse, exagérée, ou même simplement douteuse. « Mais Excellence, intervint Castellan se penchant en avant avec une expression de fausse inquiétude paternelle soigneusement calculée, réfléchissez rationnellement un instant. Comment pouvez-vous être absolument certain, avec une certitude à 100%, qu'il ne plante pas lui-même subtilement des erreurs minuscules et indétectables dans les registres qu'il examine? Pensez-y logiquement. Un ancien esclave noir qui comprend les chiffres et les manipulations comptables mieux que quiconque dans toute la région pourrait facilement, avec une habileté diabolique et une intelligence malveillante, manipuler les documents officiels avec une précision telle que personne ne pourrait détecter la falsification, créant ainsi de fausses preuves accablantes pour faire injustement accuser ses ennemis personnels ou ceux qu'il perçoit comme représentant l'oppression passée. Qui pourrait réellement vérifier efficacement son travail si même vous, Excellence, avec tout votre respect et votre compétence, ne pouvez pas suivre complètement ses raisonnements mathématiques complexes et ses calculs fulgurants? Vous l'accusez donc formellement et officiellement de falsification délibérée de documents gouvernementaux. La voix de Montclair était maintenant glaciale, dangereuse, porteuse de menaces implicites. C'est une accusation criminelle extrêmement grave. J'espère sincèrement que vous avez des preuves solides et irréfutables pour soutenir une telle allégation scandaleuse. Nous ne l'accusons pas directement avec des preuves formelles, rectifia prudemment Dumas, sachant parfaitement qu'une accusation sans fondement solide pourrait se retourner catastrophiquement contre eux. Nous disons simplement, en citoyen responsable et préoccupé, qu'un homme, aussi brillant et utile soit-il objectivement, possédant autant de pouvoirs pratiquement illimités sans supervision véritablement adéquate et indépendante, devrait être surveillé avec la plus grande attention et la plus grande rigueur possible. Surtout quand cet homme, malgré toutes ses qualités indéniables, a des raisons personnelles évidentes, compréhensibles même humainement, de nous en vouloir profondément pour avoir tenté autrefois, certes maladroitement et regrettablement, de le contrôler, de le faire taire, voire de le faire disparaître pour protéger nos intérêts légitimes. La vengeance personnelle est un mobile extrêmement puissant, Excellence, même pour un ancien esclave devenu inspecteur respecté et influent. Montclair les regarda tous les trois longuement en silence pesant, ses mains croisées fermement sur son bureau imposant, évaluant avec son expérience de décennies leurs motivations réelles cachées derrière leurs protestations hypocrites et calculées de préoccupation pour le bien public et la justice. « Messieurs, dit-il finalement d'une voix glaciale qui ne laissait aucune place au doute sur ses véritables sentiments, je comprends parfaitement votre inquiétude affichée. Mais permettez-moi d'être absolument clair et direct. Votre préoccupation soi-disant noble vient exclusivement de la peur profonde et du ressentiment toxique. Absolument pas de faits vérifiables ou de preuves concrètes quelconques. Gabriel Beauvais a exposé méthodiquement plus de 40 cas majeurs de fraude commerciale et fiscale en 4 ans de travail acharné et impeccable. Pas une seule de ces découvertes minutieuses n'a été invalidée par des vérifications indépendantes et rigoureuses. Pas une seule personne n'a été injustement accusée suite à son travail. Pas une seule erreur significative dans ses calculs complexes ou ses conclusions détaillées. Son taux de précision est littéralement de 100%. Maintenant, si vous avez des preuves concrètes,
tangibles, vérifiables et documentés de malversation ou de falsification de sa part, présentez-les immédiatement devant moi et je les examinerai avec toute la rigueur légale et l'impartialité requise. Sinon, cette conversation déplaisante est définitivement et irrévocablement terminée. Mais malgré cette défense vigoureuse et sans équivoque, le doute insidieux avait été planté comme un poison subtil infiltrant lentement l'esprit même du préfet. Même Montclair, qui faisait entièrement et sincèrement confiance à Gabriel, commença malgré lui et contre sa volonté consciente à observer son jeune protégé plus attentivement qu'avant, vérifiant et revérifiant systématiquement son travail avec une rigueur encore accrue et presque obsessionnelle. Il ne le faisait absolument pas par méfiance réelle envers Gabriel lui-même, mais par nécessité politique impérative et pragmatique. Il devait être capable de répondre de façon irréfutable à toute accusation future potentielle avec des preuves absolument inattaquables de l'intégrité morale totale de Gabriel pour protéger à la fois le jeune homme et sa propre administration des attaques vicieuses. Gabriel sentait profondément ce changement subtil mais réel dans l'atmosphère quotidienne et en souffrait intensément dans le silence. Après avoir passé toute sa courte vie à être constamment sous-estimé, méprisé, considéré comme intrinsèquement inférieur et incapable à cause uniquement de sa couleur de peau noire et de son ancien statut d'esclave, être maintenant activement suspecté de malhonnêteté délibérée et de manipulation calculée était peut-être encore plus douloureux émotionnellement et psychologiquement. C'était une trahison différente, plus insidieuse et personnelle, qui attaquait non pas son intelligence exceptionnelle, mais son caractère moral fondamental et son intégrité personnelle. Marguerite, qui travaillait toujours fidèlement à la préfecture comme assistante administrative compétente et était devenue au fil des années difficile la confidente absolument la plus proche et la plus précieuse de Gabriel, le trouva un soir tard dans son bureau obscur et silencieux. Seul, effondré sur sa chaise, les mains tremblantes posées inutilement sur un registre qui ne parvenait plus à lire clairement à travers ses larmes amères de frustration et de désespoir accumulés. « Ils vont finalement réussir à me détruire », murmura-t-il d'une voix brisée, fragile, presque inaudible. D'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, ils trouveront un moyen efficace. Même libre officiellement, même respecté publiquement, je ne peux jamais vraiment échapper à ce que je suis aux yeux de certains hommes puissants et influents. Un homme noir avec trop de pouvoir, trop d'influence, trop de capacité à voir à travers leurs mensonges sophistiqués et leurs manipulations complexes. Ça effraie profondément tout le monde dans les classes dominantes. Et ce qui effraie les hommes puissants finit absolument toujours par être détruit d'une manière ou d'une autre. L'opportunité dramatique de prouver définitivement et irréfutablement son intégrité morale vint plus vite que prévu, de façon spectaculaire et inattendue. Seulement une semaine après la visite menaçante des 3 banquiers, un scandale financier absolument énorme éclata qui secoua tout Bordeaux. La Banque commerciale maritime, l'une des institutions financières les plus prestigieuses et apparemment les plus solides de toute la ville, dirigée depuis 15 ans par nul autre que Christophe Beaumont lui-même, était mystérieusement et inexplicablement au bord de la faillite totale et catastrophique. Des milliers de déposants terrifiés, des familles entières ruinées, des commerçants désespérés, des artisans appauvris, risquaient de perdre irrémédiablement toutes leurs économies durement gagnées, parfois le fruit du travail laborieux de toute une vie. Montclair demanda immédiatement à Gabriel d'examiner tout le registre. Ce que Gabriel découvrit était pire que n'importe quelle fraude. Beaumont avait volé systématiquement les dépôts de ses clients pendant 10 ans, les investissant dans des spéculations risquées. Le procès fut retentissant. Gabriel témoigna calmement, détruisant la défense de Beaumont avec des faits. Beaumont fut condamné à 20 ans, et les gens ordinaires commencèrent à voir Gabriel comme un protecteur. Castellan et Dumas vinrent présenter leurs excuses sincères. Gabriel les regarda longuement. « Je ne peux pas oublier, mais je choisis de ne pas chercher vengeance. Vivez honnêtement. » Les années continuèrent. Gabriel forma des inspecteurs. Il utilisa son salaire pour aider Marguerite à ouvrir une école. À 18 ans, il épousa Claire et ils eurent 3 enfants. Vers la fin de sa vie, un journaliste lui demanda comment il voulait être souvenu. Gabriel répondit « Je veux qu'on se souvienne que même dans les chaînes, l'esprit humain peut briller. Que Mondon n'était pas magique mais humain. Qu'un enfant esclave noir que les banquiers blancs voulaient faire disparaître est devenu un homme libre qui a servi la justice. Et que les chiffres, comme la vérité, ne mentent jamais. » Gabriel mourut en 1865, entouré de sa famille. L'école continua pendant plus d'1 siècle. Son histoire resta comme un testament. Que le génie peut naître n'importe, que ceux qui craignent l'intelligence des autres révèlent leur propre petitesse, et que la dignité humaine ne peut jamais être véritablement enchaînée. Et ainsi se termine une autre histoire d'époque passée. Abonnez-vous à la chaîne et suivez de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment.